en faire passe, maintenant ou jamais. Les mois de mai, 68 mois de licence. Quand médire qui ne soit d'un tel réputé songe infantile, médisance de repenti, assuré en être bien revenu et conforté désormais dans la carrière, que chacun se creuse au pic de soi dans le roc de la compétition, non foncé par un coupable idéalisme. Comment s'avouer pas tout revenu, répondant d'une perte sèche qui ne cesse d'affecter le dit revenu, sans autre dividende qu'un arrière-goût persistant de dérisoire, d'être retombé dans le bas-fond de pension d'un monde si plat et dénué d'horizon, sinon de cet impératif catégorique, piétinez-vous les uns les autres. Non, aucune nostalgie pour une Ithaque qui n'aura jamais existé. L'île du rêve n'a en effet pas eu lieu d'être, n'aura eu lieu que l'événement sans avènement accompli, un vent d'histoire en vain qui néanmoins n'en continue pas moins de parasituer l'ex-îlé du grand large d'un léger souffle douleur insistant, petite brise de vif désir pour rien, rien qui soit comptable en ce monde émondé. Affect irrecevable en latouserie, et qui ne peut que desservir le soi sans puissance y subsistant, et en briser la performance y exigible, mais qui persiste, fût-ce dans l'inespoir, à l'y faire exister encore, fût-ce comme un âne de son de son élan, de ses pas de trace dans le pré discursif. D'où s'en ressourcer, à revenir à la fontaine de jouissance pour s'y en retourner dans le champ flottant de ses pas réalisés, du réel de l'inconscient hors textualité. Ici, en cette randonnée bohématique, pas de lecture d'histoire, pas de ce tripalium d'historiens qui, à faire trace des pas, les archives en vainqueur, n'en ayant rien à braire d'achever l'écheveau même du désir s'initiant, et qui, en fort clos, l'aura benjaminienne, l'aura eu lieu en son intensité uninscriptible. Soit à dire de cette dite bataille, l'orgasme ne laisse pas de traces. À la lecture de l'histoire, il faudrait substituer une écriture de l'oubli. Au symbole qui rapporte, le diabole qui farabolise. À la représentance d'un état des lieux disparus, un état de corps en brise directe sur l'avoir eu lieu à jamais. Il faudrait muer l'irréel de ce qui, sinon restera le pas réalisé de rêve, en surréel qui le retourne en songe de ce qui aura été en réalisant le pas. Il faudrait se tenir d'un tracé de nulle trace qui soit d'avant, d'un danser sur la plage des pavés, d'une bévue à l'autre imprévue dans le sable blanc du littoral. Il faudrait ce que nous voulions alors, à savoir l'impossible. Alors, essayez encore, ratez encore, ratez mieux. Alors, de sable et d'eau et à la main tellement gauche qu'à Dieu ne glaise, tentez jusqu'à en réussir l'échec de refaçonner diacométiquement autour du vide de mots. Car, par Dieu, je n'entends rien, comme l'écrit la Donadieu en faisant table rase. Refaçonner avec Giacometti l'innommable présence, si près, si loin, sur l'horizon, de l'homme qui marche sur la plage déserte, à la Duras, entre deux mers, sur la lisière entre la terre qui ne se meut pas et la mer en son immense émouvance du mouvement pour dire encore, qui ne marche que de ses pas, au gré des pas à pas, à dire le pas du pas. L'homme marche du songe, ne ment pas, de ne figurer pas le genre humain,
son monde clos sur lui-même et qui se fait d'exclure l'altérité des autres que nous qui n'en sont pas, mais de faire silhouette de cette espèce d'espèce humaine en sa transfinité d'ouvert, où s'éprendre du large, toujours s'élargissant au un par un à quiconque, à qui, singulier quelconque nouveau venu, se sera surpris à sauter par-dessus soi-même, en humain sans qualité, se dépropriant de son soi. Robert Antelme, en toute conscience de l'obscénité à le dire, mais encore assez désarrimé du monde, où l'on s'emploie à le faire revenir, pour tout dire, ose énoncer la face paradis de l'enfer d'où il vient, d'avoir connu ce qu'il appelle l'originale indétermination de l'individu, qu'il est en train de redevenir par la grâce de ses sauveteurs, à qui il donne à voir se former un homme à partir du moins que rien où il aura été réduit. Sa lettre du 21 juin 1945 à Dionys Mascolo. Dans ce qui chez d'autres représentait pour moi l'enfer, tout dire, c'est là que j'ai vécu mon paradis. Maintenant, le mirage a cessé, je recommence à me ressembler. J'ai d'ailleurs une crainte, je dirais presque une horreur de rentrer dans cette coquille. Je ne pensais pas que le voyage infernal ou merveilleux finirait jamais. Je parle de ces dernières semaines. Tous mes amis m'accablent avec une satisfaction pleine de bonté de ma ressemblance avec moi-même. Et il me semble que je vis à l'envers le portrait de Dorian Gray. Il m'est arrivé l'aventure extraordinaire de pouvoir me préférer autre. Alors, revenant, mais pas tout revenu, alors faudra-t-il que je me reclasse, que je me rogne, que l'on ne voit de nouveau qu'une enveloppe lisse? Peut-être j'accepterai la ressemblance avec moi-même, mais parce que je saurai qu'elle n'est pas. J'accepterai le portrait, il n'y aura plus de portrait. Fin de citation. Apeiron poétisait Anaximandre à l'orée du pensée présocratique. Soit l'illimité, l'indétermination, en anarchais du tout venant à naître. Entendons clair, le réel irréalisé de l'insurrection de mai n'est pas le réel réalisé de l'extermination de masse. Le trauma a, en sa quasi-extase de rêve, causé du plus de jouir et qu'il apparenterait presque à une mystique, quoique athée et collective, n'est évidemment pas le trauma en son horreur compacte de mort programmée. Mais qu'on y songe dans l'après-coup. Pour autant qu'on en revient par extrême chance pour les déporter, par vent contraire rabattant sur le quai pour les emporter, on en retient l'expérience innommable d'un avoir eu lieu qui rend à tout jamais problématique la simple récupération de soi, qui entame d'ombre interne l'individuation requise en ce monde et laisse une entame d'anonymisation dans le non supposé nous présenter en propre au regard de ce qui fait loi. Dans ce temps hors temps qui s'est suspendu entre les parenthèses du monde, le monde d'avant dont le discours ne tient plus et qu'on refuse, et celui d'après dont un discours se reconstitue et qui se rediffuse, dans ce suspendu discursif, un tout dire improbable, hors les bornes de quelques discours en réglant l'impuissance à dire et l'impossible à jouir, a cessé de ne pas s'écrire. Les murs auront cessé de faire rempart aux vivants et auront eu la parole, fût-ce le temps d'un mirage, le temps de s'excaver du solipsisme ordinaire, d'avoir pu libérer les mots qui étaient à peine formés et en tout cas n'avaient pas de vieillesse, n'avaient pas d'âge, mais se modelaient seulement sur mon souffle. Cela, vois-tu, avoue Robert à Dionys, non sans penser qu'il y a là quelque goujaterie à le faire,
Ce bonheur m'a définitivement blessée. Je n'ai pensé mourir que de ce bonheur. Tout dire. Une association tout à fait libre qui aura cru réussir, pas sans risque sans doute de s'y totaliser dans un défoulement sans frein, croire rêver d'une jouissance de l'autre dont se faire captiver, pour peu qu'un un s'enfonde, de faire consister comme ensemble cette disparité. Mais, conclut Robert Antelme, toute personne qui a vécu quelque chose d'extraordinaire court ce risque. Oui. Qui, au risque de l'immonde, n'a pas éprouvé une fois ce toucher d'infini? Qui n'a pas connu pour son compte un tel tour de folie à s'élargir de soi dans l'oubli de ce qui lui convient d'être pour réussir dans la vie? Qui ne se sera pas fait la dupe d'un de ces contes extraordinaires où il était une fois un grand vent du large, l'émancipant du port d'attache où se commerce l'ordinaire, où s'en sera repenti comme d'un enfantillage, n'aura guère existé que comme pièce d'une machine à parler pour ne rien dire qui vaille de vivre. Je n'existe qu'au-delà du placement en ma famille d'accueil, qu'à naître enfin d'un événement ou un autre dont se sera rompu un monde bien trop fait et qui coule, et dont retenir quelques marques du suspens de son avoir eu lieu en acte avant qu'il ne s'accomplisse en avènement, donnant lieu d'être à un nouveau monde, finissant par rabattre la révolution dans son effet d'aube sur l'orbe planétaire en son éternel retour du même. À chacun, l'heure de son événement. À chacun revient de se saisir des occasions, bonnes, mauvaises fortunes, qui s'offrent au hasard de l'histoire qui lui arrive. Ne serait-ce que sur la scène du 2 de l'amour, pour autant que le 2 se tienne de la contingence de ce bonne heure, à prendre acte de l'impossible que la rencontre d'aimants, ou plus solitairement sur le praticable d'un art, pour autant que le sublimant qui en forme l'inconnu de sa nuit qui lui vient de son dehors, oublie de se reproduire identique à lui-même, de se rassembler jusqu'à se ressembler. À l'instar du poète Jo Bousquet, ce grand blessé de guerre qui, retournant son trauma en trauma, entrelace le creuset du poème et la cause de l'amour. Le Seine-Chemin, extrait. Ce serait beaucoup qu'un homme entrât avec tout son corps dans la vision du jour, qu'il y entrât avec la nuit de sa chair dans la profondeur souterraine et minérale de la nuit. Tout ce qu'une créature tient pour réel est à surréaliser. La vision surréalisée d'une femme nous apprend que ses yeux, sa voix, sa chair n'obéissent pas à la gravitation des mêmes astres. De même que la Terre appartient à une constellation, l'homme est une créature interplanétaire. La poésie le donne à sentir et elle empêche d'imaginer autre chose. L'événement est rare, encore plus surprenant quand l'histoire singulière de chacun se noue à une histoire comme une sur l'agora qui le fait événement politique, donnant place publique mouvementée au soulèvement collectif, à sa logique d'au moins 3 prisonniers s'émancipant l'un l'autre, leur pur désir s'associant en partage de rien à perdre, qui les entrelace de leur disque ours courant blanc. Alors, au moins tant que n'est pas venu le temps de trop nous comprendre, où le nous ne sommes rien se réaliserait en soyons tout, excluant eux qui ne sont rien du tout, le nous qui émerge de l'effacement des moi et moi et moi ne se tient de rien qui les pastoralise d'en haut, de rien d'autre que de nouer eux qui, un par un, à l'infini, se lèvent et marchent de concert sur le blanc de la plage non écrite. Pas une foule freudienne qui s'asservit du trait paternisant,
même si maintes chapelles et gangs de guerriers ont poussé comme des rejetons d'églises et d'armées sur le rhizome du mouvement, mais du peuple au corps sans race et à la tête sans chef. C'est de se reconnaître comme ceux qui ne sont rien, comme des sans-parts à la propriété, que le démos de mai, en son joli émoi, aura dénié les 12 mois de leur maîtrise circulaire de l'année, qui toujours revient à la même place. Non une communauté qui se restreint à elle-même s'élisant, mais une communauté de communeux dans leur pari insurrectionnel d'une conspiration d'égaux sans égaux. Il n'y a pas l'homme en son essence, ni dans l'accumulation de ses concrétions monadiques, que des hommes en leur pluralité indéfinissable, a écrit Hannah Arendt, cette grande penseuse de la dimension politique. Oui, mais faire un pas de plus pour passer de cette dite mention des humains, de leur maisonnée ouverte au vent du large, à son effectivité de praxis politique, qui ne donne lieu d'exister à cette multiplicité inconsistante que de marcher l'horizon sous ses pieds, à son pas de savoir où ça va, mais qui y va, semant chemin de sa paradoxale transcendalité horizontale. Les monades se seront un moment dionysiaque, disséminées en ménades. Certes, pas sans risque de tomber nade, de se nihiliser dans le trou noir de l'extrême, mais pas sans gain de s'en être éperdu. Pour autant que, d'avoir dépassé les bornes, on en ramène la touche d'infinitude dans le fini lui-même qui s'en trouvera ébruité, résonnant, même imperceptiblement, de ce bruit de fond des univers, elle, la communauté toujours à venir. Le communisme est le chemin vers le communisme, a écrit Marx, le temps honni des repentis, tant qu'on s'en tient à la commune du commune-ôté. Féminisation en dernier ressort de l'insurrection des ménades de mai. La 68ance ne serait-elle pas alors en affinité avec la dite jouissance autre, en tant qu'elle n'évite l'horreur de la jouissance de l'autre que d'être supplémentaire à la jouissance phallique, assujettissant nécessairement le sujet au jeu du signifiant et qui s'emploie, c'est nécessaire, au dur désir de durer et de se faire indestructible, à le maintenir vertical quand son libre soulèvement ayant eu lieu sera passé son aura passagère. Révolte contre le père, a-t-on dit dès l'année suivante, psychanalyse à l'appui de science, pourquoi pas, c'est tellement évident. Sans doute au cas par cas des névroses revenues, qui n'ont d'ailleurs jamais cessé de travailler les individus en deçà de leur élargissement temporaire, il s'avéra en effet sans peine que ce fut une occasion de refuser ce qui fait loi du symbolique, puisqu'il était précisément question d'en contester l'ordre. Comme peut en être l'occasion aussi bien une rencontre amoureuse, qui en fait fi, sinon le défi. Mais cette psychisation sachante de l'événementialité politique veut ignorer la logique intrinsèque du collectif qui opère hors pair, sans famille, sauf à s'y laisser reprendre quand précisément c'est fini, comme le plus souvent. La révolte contre le père et sa culpabilité renouvelée ne sera qu'une retombée psy. Et Dieu sait, puisqu'il sera revenu, combien recourront au divan pour se récupérer après la défaite, quitte à se faire récupérer par le nouvel ordre. Une retombée psy de ce songe d'une nuit qui aura été en plein jour, où du père on se sera passé rien qu'à s'en desservir. On s'en sera passé rien que parce que passer par là aura fait passe. Ce ne fut pas possible à dire dans le lieu dit psychanalyse en intention.
dans le fil de la cure qui se joue 2 à 2 et où l'individu qui s'y présente à cet autre, en fonction de pas 1, peut certes en venir à faire brèche dans son individu présupposé, à se découvrir sujet divisé en proie à son inconscient, qui s'en avère surpeuplé de lignes d'air enchevêtrées, qui tout double à se repérer de leurs aléatoires points de croisement, et de là, en issue de son insu, porté à se faire sujet à l'inconscient, à exister à son réel, qui ne sera dès lors plus son sien, qu'on dit propre, mais ce qui, justement, l'en exproprie. Une telle voie labyrinthique qui prend son départ d'une expérience intérieure creuse l'intime jusqu'à son exténuité, là où gîte l'autre que soi en soi. Elle porte au bord où le solipsisme pourrait s'entre-ouvrir à l'autre là, à la faveur de rencontres l'exposant au dehors, à ces vagues de jouissance dont reste insulaire énigmatique. Mais la gestation analytique sera arrivée là à son terme. Le curé se défroquant, il met alors un terme. Merci monsieur, merci madame. Je vous laisse la paire de pompe Afrique, m'en vais nu-pied, en becquettant, tant mieux que mal. Je ne peux pas continuer. Je continue. L'analyse infinie aura pu commencer. Commencer l'analyse infinie, au-delà du terme qui aura remis l'un au pas et ramené l'autre là à l'un, entre autres. Ça commence dans le transfini, ayant pris acte de l'innombrabilité des signifiants qui l'insupportent. C'est du réel de l'inconscient, de son impossible savoir, qu'il se tient désormais. Dans l'ouvert des rencontres aléatoires à venir, à écrire page à page l'oubli de ce qui aurait été trop écrit. En homme qui marche. Appareillons. Équipons-nous d'un appareil de langage pour, sur nos petits radeaux, reprendre un peu du large, en esquive de ce qui serait le tout dernier mot. Comme Ulysse revenu à Ithaque, sans nostalgie, reprenons la rame. Ce n'est que la fin. Continuons le combat. Avec entre autres Jo Bousquet sur son Seine chemin. Ce n'était pas la mort, mais la creuse lune d'hiver sur le verger où ton corps était l'abeille de ton corps. Au plus éloigné soudain de ce qui occupe un lieu, toute séparation a pris ta forme pour réintégrer ce qu'il faudrait franchir pour exister. Merci. Merci. Bon, 2 minutes. Très bien. Merci beaucoup, Anne. C'est très bien. Oui, bah, je suis très ému. Oui. Je vous remercie beaucoup, Anne. Excusez-moi. Bon, qui a merveilleusement fait résonner ce texte qui est plus du côté de la raison qu'avec AI. Ça m'a refait quelque chose un peu du même ordre du côté Mr. McGee, Janis Joplin, qui était un peu au départ de ce texte. Voilà, s'il n'y avait pas été du contact, je l'embrasserais. Merci beaucoup, Anne. Tu veux rajouter quelque chose? Raconter, bah, je ne sais pas, il me semble que peut-être que ce serait peut-être mieux que les gens que je réponde, que je dise quelque chose à partir de ce que d'autres peuvent dire. Non, mais c'est vrai que c'était très émouvant d'entendre ce texte. Quand on l'avait lu aussi déjà avant, puis d'entendre résonner de cette façon-là, c'était vraiment très émouvant. Parce que vraiment, c'est tout un parcours, quoi. C'est tout un...
c'est toute une traversée. Hein, hein, et, Oui, oui, mais comme, bon, je peux dire quelques mots. C'est vrai que c'est l'annonce du titre de la revue Playboy qui s'appelait Prendre de large, que j'ai pu le dire d'ailleurs au comité, qui m'a, comment dire, entrouvert la porte, qui était jusque-là très fermée, mais de quelque chose qui travaillait depuis 50 ans, ouais. déjà 40 peut-être. Faut enlever les 10 premières années peut-être, on est encore un peu dedans. Et donc voilà, il me travaillait ce terme de 68 sens qui venait là comme une espèce de rocher bon, qui ne voulait rien dire, même s'il est forgé d'une certaine manière, mais qui restait là. Bon. Et puis là, la porte est ouverte. Voilà. Donc je peux remercier le comité de rédaction d'avoir proposé ce titre, même si par après il a jugé, pour des raisons qui lui appartiennent, qu'il ne pouvait pas figurer dans la revue. Enfin, il n'aurait pas eu, s'il avait été publié, il n'aurait peut-être pas été aujourd'hui Oui, peut-être. l'objet de cette rencontre. Peut-être qu'il y avait une certaine raison. C'est vrai qu'il y a une texture, je ne dire poétique, hein, ça serait pour un poète, c'est pas ça, mais au sens où maintenant on peut parler de poème, de faire poème, pour rendre compte, non pas du tout de l'histoire, c'est pas du tout un texte politique qui peut avoir lieu par ailleurs, mais rendre compte d'un éprouvé qui est forcément singulier, hein, que d'autres ont certainement vécu les choses très différemment, mais bon, qui se trouvait quand même pris dans la grande histoire, bon, comme c'est souvent le cas, chaque histoire singulière est prise dans un aspect ou un autre de la grande histoire, très multiple, hein, ça peut être très tragique ou pas. Bon, mais voilà, je suis reparti là. Il y a quelque chose comme ça qui traînait et dont effectivement tout le travail que j'ai pu faire dans une analyse, dans une cure, bon, ne m'avait pas autorisé, c'est moi qui ne suis pas autorisé, hein, à pouvoir prendre en compte quelque chose qui est bon, de l'ordre de la jouissance, d'un effet de jouissance. Bon, je prends le risque, qui est très discutable, de rapprocher, je parle d'affinité, hein, j'en dis pas plus, avec quelque chose de la jouissance autre. Bon, ça c'est très discutable, sans doute, mais on pourra toujours remarquer qu'il y avait beaucoup de jouissance phallique ou je m'en voudra, enfin, à cette époque, sans doute, il n'y a aucun problème, mais il y a quelque chose de plus essentiel, enfin essentiel, je n'aime pas le mot d'essence, mais de plus profond. Donc, moi, je voulais rendre compte, enfin, en tout cas, qui me travaillait. Voilà, je pourrais dire plein de choses, mais j'aimerais mieux qu'on. Oui, parce qu'il y a une jouissance de la langue aussi dans ton texte qui va au-delà justement du sens. Hein, oui, tout à fait. C'est repris dans, enfin, la jouissance de la langue, elle est dans la reprise, hein, au sens qui regarde. Oui. J'espère n'est pas qu'une répétition du même, mais oui, mais ça peut rendre compte d'une jouissance sans mots, mais repris dans une. Bon, c'est ce que j'appelle ma langue en sous-bois, hein, sur mon nom, bien sûr. Ouais. La langue. Ouais. Oui. Mais il y a le geste même d'écrire, et surtout de voix, comme ça vient d'être fait, bon, reprend dans cet ordre du langage, quoi, hein, et un langage qui n'est pas un langage
discursif, même si ce texte est complètement bâtard, à mon avis. Il y a une part de fil discursif tout de même, à certains moments, et c'est entrelacé avec des jeux signifiants qui sont des signifiants qui résonnent, qui sont en prise directe, si j'ose dire, sur des effets de jouissance. On va peut-être libérer Anne, si vous voulez. Comme vous voulez. Vous pouvez rester, mais comme... Je vais rester un peu, ça m'intéresse. D'accord, ça vous intéresse, très bien. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, dire quelque chose? Peut-être juste dire... oui, Jacques, rapproche-toi un peu parce que tu es loin du micro. Il y Là. a quelque chose entre... j'avais le texte écrit et j'ai entendu tout en le lisant, et ça je trouvais que c'était très... sur la façon dont ton écriture et tes jeux de... ton écriture, ton style, peut-être aussi la question du style et de l'écriture, c'est peut-être un point que je trouve assez remarquable. J'avais écrit comme ça, un peu en jet, après avoir lu ton texte qu'une fois. J'avais écrit, dommage que tu sois si con, si tu étais moins con, je pourrais t'expliquer pourquoi tu es con. Comment mettre en tension, c'est quelque chose que je pourrais m'adresser à moi-même. Hein. Oui. Comment mettre en tension cette proposition du dit dommage avec une sorte d'hommage, alors voilà, là aussi il y a un jeu d'écriture, à cette 68ance qui me met au bord d'un désastre, d'un effort. Qu'est-ce que j'ai dit? 68 ans. Et toi, tu dis quoi? 68 ans. Oui, je suis mal lu, mais je l'ai bien écrit comme ça, effectivement. 68 ans, quelque chose qui me met au bord d'un désastre, au bord d'un désastre, un effondrement, une perte de stabilité gravitationnelle. Risquer sa parole aux fins de sortir du champ de la mélancolie et trouver un léger appui dans celui de la nostalgie babillante. À moins que cela soit sortir du retrait en assumant le vide, voire le trou qui ne peut pas fonder ma pensée sur le terrain solide de la méthode, du discours de la méthode. L'hétérogène dans l'association, qui flirte avec la dissolution, peut-il encore contester que l'orgasme ne laisse pas de traces? Voilà, je voulais faire envoyer cette question-là. Oui, je retiens les mots que tu as dit, la mélancolie, nostalgie. C'est intéressant, oui, il y a quelque chose effectivement, une certaine mélancolie, mais alors pas au sens psychopathologique avéré, mais peut-être au sens d'Aristote. Rappelle-nous le sens d'Aristote. Enfin, au sens, c'est pas vraiment un sens, on ne sait d'ailleurs même pas si c'est d'Aristote, c'est d'être attribué à Aristote. La bille noire. Oui, en parlant de bille noire, il a ceci, il n'en fait pas du tout un déficit, mais quelque chose qui peut être créatif. Hein. Bon. C'est pas déjà dans son nom de Aristote, il n'y a pas quelque chose de tot, quelque chose qui aurait à voir avec la mort, à venir. Excuse-moi. C'est l'allemand surtout. Bon, il n'était pas vraiment allemand, on va le faire Heidegger. Bon. Il n'avait pas lu Heidegger encore. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et c'est vrai que sortir d'une certaine mélancolie, peut-être, par la nostalgie, justement, je ne pense pas. C'est peut-être sortir d'une certaine nostalgie, peut-être, mais alors, c'est pour ça que je cite à la fois, je fais allusion à Ulysse. Si nostalgie il y a, c'est peut-être dans cette reprise par Barbara Cassin, qui note tout à fait que quand dans ce bouquin sur la nostalgie, j'ai pas le petit exemple, quand il retourne à Ithaque, il en repart.
c'est pas un retour à la case départ purement et simplement. Mhm. Donc, la nostalgie, non, c'est précisément peut-être, enfin, pas au sens courant du terme, en tout cas, que quelque chose, c'est prendre acte d'une marque. Alors, au-delà de cette histoire de 68, bon, je fais à plusieurs reprises allusion à toutes sortes d'expériences que les gens peuvent avoir, qui sont des différents ordres, hein, bon, y compris l'amoureuse, artistique ou autre, religieuse peut-être. J'ai toujours été frappé des gens qui disent qu'ils rencontrent Dieu à un certain âge, pourquoi pas, c'est pas mon truc, mais je pense qu'il y a une expérience, je pense que c'est comment on peut vivre une vie, ce qui s'appelle une vie, comme dit Lacan, vraiment, qui ne soit pas seulement de la survie. S'il n'y a pas eu un événement qui est à la faveur d'une fortune, du buquet, qui peut être collectif ou pas, bon, on touchait à l'infini, sachant qu'on n'y reste pas. Que si on y reste, effectivement, donc, que c'est un toucher à l'infini, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais aussi allusion à ce terme grec d'apeiron, que j'ai tiré des fragments, ou moi supposé d'un Anaximandre, présocratique très ancien, enfin, précédent même Parménide, et juste de l'époque de Thalès. Bon, puisque apeiron, c'est l'infini, c'est l'illimité, c'est l'indéterminé, lui-même indéterminé, comme indéterminé, si je puis dire. Bon, et que c'est quelque chose de ça, alors, dont on peut rendre compte, non pas en termes ontologiques, mais en termes, bon, que je prends, il me semble que c'est un apport de Lacan, avec toute la difficulté qu'il y a de ce qu'il a avancé avec ce terme, qui n'est pas un concept, mais ce terme de jouissance. Bon, quelque chose qui sort de l'ordre, du symbolique constitué comme ordre, ou celui du discours, qui peut peut-être d'ailleurs se rapprocher de ce que Lacan a encore, quand il dit que le discours analytique, c'est, bien sûr, il est mis au quatrième discours dans la ronde, mais il est effectif dans le passage d'un discours à un autre. Et quand on passe d'un discours à un autre, ce temps, qui est hors temps, évidemment, peut-être un laps, l'espèce d'un laps, comme il dit, on n'est pas dans le discours. Le discours se définit. C'est un marque que, il me semble que c'est très important, simplement, si on en revient à la pratique, quoi. Ces moments où, dans une cure, bon, il y a un moment décisif où il y a quelque chose qui surgit qui n'était absolument pas prédéterminé. Bon, là je fais un raccourci, c'était pas le sujet de ce texte-là, enfin, j'ai travaillé dans un autre. Il y a un rapprochement à faire, mais là, en tout cas, bon, c'est de prendre acte non pas théoriquement, ça ne théorise pas vraiment ce que j'ai écrit là, hein, mais parce que justement, ça ne peut pas se théoriser de cette traversée, comme tu disais, de cette épreuve qui continue d'une certaine manière. Parce que même s'il ne veut pas continuer, Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, Patrick, tu peux nous rendre le son, s'il te plaît? Vous n'entendez pas là? Non, pour pouvoir intervenir. Bah tu l'as là, on t'entend. Ah, ça y est. Non, mais parce que j'étais obligée d'appuyer sur une touche. Oui, Pierre, ton texte est très riche. Oui, parce que je te vois bien. D'accord. Ton texte est très, très riche et j'ai été très sensible. Et bon, évidemment, trop riche pour percevoir tout ce qui s'est dit et ça mérite d'être relu. Mais j'ai été particulièrement sensible à la façon dont tu parles du trauma, qui me paraît tout à fait original, dans la mesure où, comment dirais-je, tu en donnes une interprétation très épurée, très pure. On sent que du trauma, et en même temps, tu apportes quelque chose que, en tout cas moi, je n'ai pas encore lu ou entendu, qui est du côté de la multiplicité des traumas. C'est-à-dire
que, contrairement à une thèse, si je puis dire, lacanienne, qui voudrait aborder surtout le trauma de façon structurale, hein, avec les mots de la structure, je trouve que dans ton texte, avec Antelme en particulier, mais d'autres aussi, tu arrives à justement, comment dirais-je, tu arrives à nous faire sentir que parler du trauma, c'est pas parler des traumas. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de traumas et que définir ça à travers le réel et tout ça est tout à fait insuffisant, en tout cas dans la clinique, et que ça nécessite une autre approche dont le moindre n'est pas la mise de l'analyste lui-même. Parce que les traumas, ça ne se superpose pas, ça ne s'accumule pas, si je puis dire, ça ne peut pas s'enseigner, hein. Et je trouve que dans ta façon de nous le transmettre là, il y a presque une réussite d'arriver à écrire, à un écrit du trauma, par cette forme épurée et en même temps multiple. Bravo, Daniela. Oh, c'est super ce qu'elle dit, ça. Oui. Juste ça, c'est intéressant. Ah, tu vois que sur la clavité. En plus, tu as touché à des traumas qui, moi, me concernent, du fait de mon histoire, d'être juive, etc., mais qui ne se superposent pas à d'autres traumas. Hein, et on comprend beaucoup mieux à travers ce que tu dis. Oui. Le silence sur le trauma, que ce soit de ces enfants violés, que ce soit le silence des traumatisés de la Shoah, etc. Et je trouve que ça, c'est tout à fait remarquable. En tout cas, ça m'a touchée. Je peux parler? Oui, Sophie, oui, tu peux parler, vas-y. Oui. Alors, Pierre Boismenu a parlé d'événements et Daniel Rivière de trauma. Et moi, personnellement, ce que j'ai entendu là-dedans, c'est qu'il s'agit d'une perception qui n'a jamais connu d'adresse, c'est-à-dire qui n'a pas pu être nommée, Oui. et donc dont le sujet ne peut pas témoigner, et qui ne fait pas de l'inconscient, d'où pas d'écriture de l'oubli, et d'où nécessité d'écrire plein de trucs autour, parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Parce que ce réel-là, hein, c'est-à-dire une perception qui n'a pas trouvé d'adresse, ça fait une jouissance infinie, effectivement. Mais ça ne fait pas un réel qui peut s'inscrire dans l'inconscient. Et c'est pour ça que ça fait tant écrire et tant parler, les poètes, les analystes, etc. Hein, mais c'est très intéressant. Oui, alors, pour aller dans le sens de ce que tu dis, je dirais que Lacan faisait bien la distinction entre ce qui peut se dire et ce qui peut se parler. Hein? Et justement, peut-être du côté du trauma, ça serait plutôt du côté de la parole que du dire. Enfin, c'est une hypothèse. Oui, et ce qui peut se dire, ce qui peut se dire, c'est de l'ordre de la mise en scène. Par exemple, la mise en scène des enfants autistes, hein, qui font des choses et qui finalement vous font penser à quelque chose et permet de le dire, et que cette mise en scène s'arrête. Et qu'à ce moment-là, elle se médiatise dans l'utilisation des jouets ou de la pâte à modeler ou du dessin. Donc ça, c'est très important, hein, parce que ce qui reste quand il n'y a plus de retour de refoulé possible, ben c'est ça. Hein. Et si on ne s'en occupe pas, ça peut faire des drames. Oui, oui, parce que c'est très intéressant ce que vous dites toutes les deux. Pour reprendre juste la fin, effectivement, ce que tu dis,
c'est pas du refoulé. Il n'y avait rien de refoulé là. Hein, justement, c'était peut-être à refouler. J'en sais rien. En tout cas, pour reprendre ce que disait Daniel, c'est vrai que tu as noté, tu as attendu le trauma. Alors, moi, justement, oui, j'y ai fait allusion, mais en distinguant le trauma et cette écriture qui s'est fait entendre à la voix du trauma A. Ce qui n'est pas la même chose, parce qu'il y a, c'est le rêve et puis le petit A. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge. Alors, c'est vraiment une interrogation, c'est absolument une piste, mais qui me travaille depuis longtemps. C'est un certain rapprochement entre ce qui, dans le cas de ce que je raconte, est plutôt, ça aurait des affinités avec l'extase, plutôt, quelque chose d'extatique. Ce n'est pas un trauma au sens courant où on en est, c'est plutôt une jouissance qui met l'accent sur sur l'affirmation plus que sur l'effondrement procuré par un trauma. C'est donc très différent, et ça que j'ai souligné, mais en même temps, il y a comme un point commun, c'est beaucoup dire, mais il y a comme un rapprochement possible dans le fait que dans les deux cas, il y a événement, comme tu soulignais, il y a un événement qui arrive dans la vie, qui vient du dehors. Hein. Un viol ou la Shoah, c'est arrivé du dehors, si je puis dire, par rapport à la singularité de chacun. Que ce soit collectif ou pas. Et il y a quelque chose là qui arrive et que, avec des affects extrêmement différents et des conséquences réelles complètement différentes, mais qui ont ceci de semblable, qu'on en reste marqué à jamais. Et que, d'une certaine manière, ce que j'appelle, on n'en revient pas tout. C'est pas pour rien que j'emploie ce terme. Hein. Pas tout, c'est pour ça que ça me. Non. Et qui fait que. Bon, alors c'est pratiquement. J'ai du mal à le dire parce que ça me paraît presque obscène de faire cette espèce de rapprochement. Bon, entre ce qui est vraiment traumatique au sens courant du terme. Et puis ce qui est une espèce d'expérience qui peut se rêver après coup comme une sorte de paradis. C'est pour ça que je me suis appuyé sur Antelme dans cette fameuse lettre où le paradis et l'enfer sont complètement mêlés ou comme les deux faces de la même surface. Quoi. Il parle de scénité à ce moment-là. Oui, lui-même dit c'est pas le mot obscène, c'est je ne sais plus lequel il emploie exactement. Enfin bon, oui. Bon, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché parce que je me dis il y a quelque chose là qu'il faudrait travailler en suspendant les réticences qu'on pourrait avoir à travailler. Bon, sachant que c'est comme si moi je racontais que c'est pas à partir de la Shoah que par exemple j'ai eu un certain parcours comme beaucoup de gens, quoique je l'ai connu de façon indirecte. J'ai été quand même 7 ans en psychanalyse actuelle, je sais de quoi on peut parler autour de ça, mais c'est à partir d'Antelme qui lui n'a pas connu ça, la même chose, il a connu les camps mais pas des camps d'extermination. Et moi, c'est là que j'ai l'impression que je peux me mettre dans cette voie-là et que ça résonne avec... bon, alors, comment on vient 68 là-dedans plutôt sur ce mode-là, en tout cas, où on sort complètement des rails, quoi, dans lesquels on est déterminé jusque-là. Moi, j'ai abandonné toute carrière à partir de ce moment-là, tout ce qui aurait pu m'inscrire. Bon, et je ne le regrette pas, parce que j'ai l'impression d'avoir connu bien mieux, ou bien pire, mais en tout cas, autre chose qui n'est pas la détermination à la fois sociale, familiale, etc.
Bon, et donc voilà, enfin, je suis pas très clair, hein, parce que justement, c'est une question que j'ouvre, qui est très embarrassante, mais qui reviendrait théoriquement à dire, bon, il y a quelque chose à travailler entre trauma et extase, qui sont pourtant au plus opposés. Voilà, et je laisse ça dans cet état, hein, j'en dis pas plus. Et c'est en effet la lettre d'Antelme à Mascolo, je l'ai découvert effectivement, elle a été publiée 40 ans après, donc c'était au moment où j'étais à Psychanalyse Actuelle, et où on travaillait la question de la Shoah. Et je sais que moi, pour m'inscrire, j'avais fait quelque chose, non pas sur 68, mais en mettant déjà en jeu le terme d'apeiron qui m'était venu, mais qui résonnait avec ce que disait Robert Antelme, quoi. Voilà. Et en laissant ouvert cette question, par où on passe, pour chacun, pour être non pas déterminé simplement par tout son inconscient proprement dit, par son refoulé, mais par un réel qui vient de l'extérieur à un moment donné, qui fait événement et qui fait marque. C'est une sorte de marque. Je ne sais pas si on a beaucoup travaillé cette question-là, sous ce jour-là, en tout cas, dans la psychanalyse. Voilà. Je crois, Ah oui, je suis confus. Hein. je crois que je ne me suis pas bien fait entendre. Oui. C'est pas une marque, c'est une perception qui dure. Et c'est pour ça qu'elle est proche de l'extase, parce qu'elle ne s'arrête pas. Hein? Et elle ne s'arrête pas parce qu'elle n'a pas trouvé de... Donc, il n'y a pas de perte. Elle ne s'arrête pas parce qu'elle n'a pas trouvé, elle n'a pas rencontré la marque des mots, la marque d'une parole. C'est ce que je pense. Oui, tu as peut-être raison. Peut-être préciser le terme d'extase. Oui, enfin, extatique, je n'ai pas extase au sens proprement mystique, mais en tout cas, si c'est une mystique, elle est parfaitement athée. Hein. Mais bon. L'extase, c'est obscène aussi, sortir de la scène. Oui, tout à fait. Oui, c'est hors scène, c'est vrai. Quelque chose hors scène. Alors, tu as raison, Sophie. Il y a comme une perception qui dure, tu as raison. Sauf que, bon, pour reprendre mon cas, il m'est venu ce mot 68 sens il y a très longtemps, il y a 40 ans, 30 ans que je le traîne. Il y avait déjà un mot. Là, il y a un pas de plus parce que ce mot, il s'est déployé, si je puis dire, dans ce texte qui n'est peut-être que, bon, je ne vais pas me comparer à Joyce, mais c'est presque un Finnegan, c'est-à-dire tout n'est pas clair, tout n'est pas discursif, et surtout la mise en voix, et ça fait passe. Et donc, ce n'est plus simplement une perception qui dure. Il y a des effets. Tu vois, c'est le processus. Ceci dit, effectivement, une simple perception qui dure, effectivement, bon, c'est ce que tu dis. Inversement, d'ailleurs, ce qui ne vaut pas mieux, à mon avis, c'est de n'en rien vouloir savoir absolument de folklore. Ce que j'appelle les repentis qui n'ont pas été travaillés par ça, hein, et qui se contentent de le mettre sous le tapis. Bon. Qui va intervenir? Jacques, tu vas intervenir? Non, je suis très en deçà de ce qui se dit là actuellement, mais je trouvais que c'était assez... Mais pas plus fort parce qu'on va pas... Personnellement, je trouve que c'était assez joli. On n'entend rien, viens, rapproche-toi là. C'est très en deçà de Non, mets-toi par là parce que... C'est très en deçà de ce dont on parle là, enfin, sauf que peut-être ça te fera réagir, mais qui ne marche que de ses pas, au gré des pas à pas, à dire le pas du pas. Et j'entendais papa. J'entendais dans dire le pas du pas, j'entendais papa. Oui, pourquoi pas. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais il y a toujours une lecture névrotique à faire, mais bien sûr. Je le dis au passage que... Parce qu'au fond, je crois que c'est... On t'entend pas là, Jacques, viens, rapproche-toi. Je crois que justement, à la fois de l'avoir lu et entendu, de prêter sa voix, donner de la voix à ton texte,
c'est toujours cette question de l'extase et de l'obscène, c'est-à-dire d'être au bord de quelque chose qui pourrait chavirer dans ce qui ne doit pas se dire. Et Voilà. oui, et même dans le pire, hein, je suis bien Voilà, d'accord. dans le pire, absolument. Oui, je sais bien. Moi, je parlais de dissociation tout à l'heure. Oui. Dans quelque chose qui pourrait... Oui, mais je ne fais pas de ce que j'appelle cette espèce de temps hors temps, parce qu'il est hors du chronos. Hein, les Grecs diraient que c'est le ressort de l'aion et pas du chronos. Bon, j'en fais pas un état souhaitable. C'est de l'ordre du passage, de la passe, et j'insiste sur le fait d'en revenir, et en revenir pas tout. Bon, c'est là que je trouve que la remarque de Sophie Colodin est intéressante. Oui, tout à fait, oui. Une perception qui dure. D'ailleurs, je dis vers la fin que, bon, quand on a, en 69, là, quand il paru les bouquins sur, je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait un nom, un pseudo qui regroupait deux Romain Gary ? Non, deux psychanalystes de l'Institut, là. Enfin, je ne sais plus le nom. Il était très connu à l'époque, et qui revenait sur 68 en disant, bon, ce n'est que une révolte contre le père. Bon. Oui, on peut toujours dire ça. Chacun revenant, chacun n'a jamais cessé d'être dans sa névrose. Hein. C'est pas le problème. Mais il y a quelque chose. C'est pas de l'ordre d'une sortie, enfin d'un état qui serait un état, je sais pas, surhumain, dirait Nietzsche, quoi. D'ailleurs, même Nietzsche, il dit que le surhomme, c'est sauter par-dessus soi-même, ce qui est absolument impossible. Mais si on n'a pas été, à un moment donné, c'est une sorte d'illusion, si on veut, mais de sauter par-dessus soi-même, est-ce que même en revenir de l'infini dans le fini, c'est ce qui permet peut-être de se tenir vertical. C'est ça que je veux dire. Et de ne pas simplement être dans la machinisation par tout ce qui nous a déterminé, point final. Quoi. Et voilà, c'est tout. Mais il s'agit pas. C'est pour ça que je vais faire. Quand je dis en revenir pas tout, évidemment, c'est là que je me dis. Bon, il y a les ménades. Je fais allusion à ce qui avait lieu autour de Dionysos. Bon, mais c'est fou, là. Ça finit en orgie, en carnage. Bon, mais ça peut. Hein, on voit bien. Bon, il y a les groupes, politiquement, il y a des groupes qui ont été au-delà de ce qui pouvait se faire. Bon, mais si on n'a pas touché à quelque chose de ça, que ce soit sur un mode désastreux ou sur un mode plus extatique, bon, c'est là que je reviens, bon, on peut se demander si on a vécu une vie, ce qui s'appelle une vie. J'aime bien cette phrase de Lacan. On reste, en t'écoutant, là, moi, je pensais je voudrais dire quelque chose aussi. Au graphe du désir. Effectivement, on est au tribunal. Une greffe, ça peut être une greffe. Oui, ça peut être chirurgical voilà. aussi. Oui. Moi, j'avais pensé aux greffes de tribunal. Chacun ses associations. Non, au grave du désir. C'est-à-dire, effectivement, ce que tu disais, on reste dans le moulin à parole. Quoi. Il n'y a pas la traversée. Voilà. Et alors, ta tentative, je parle comme d'une tentative. Hein, oui. Hein, au sens de Deligny, j'aime bien ça. Voilà. C'est de traverser justement traverser du trésor des signifiants, quoi. Hein, oui. Hein, et comment on peut en dire quelque chose de cette traversée du trésor des signifiants. Pour peu qu'on en soit revenu. Oui, voilà. Bien sûr. Oui, il y a de ça. Oui. Je voudrais dire quelque chose, je ne sais pas si on m'entend. C'est qui ? Jean-Yves. Alors, Jean-Yves, vas-y. Oui, on m'entend, vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend, vas-y. D'accord, donc je voudrais remercier Pierre et la comédienne et Patrick pour cette présentation, ce texte. Moi, il m'a fait tout de suite penser quand même à Joyce,
ce travail de Joyce, dans son écriture, l'écriture de Joyce, et le travail qu'a fait Lacan sur Joyce, quand même. Donc, je rappelle un peu cela, son travail sur la lettre. Et puis, donc, peut-être en reprenant le premier mot, d'ailleurs, que tu as utilisé, c'est le mot « appareiller ». Donc, le travail de Joyce, comme le travail de Lacan sur Joyce, c'est sur l'appareil du langage, sur la lettre, qui évite de trop prendre le large, justement, qui donne quand même un ancrage. Et puis, je voudrais reprendre je ne sais pas, je vais te proposer ceci. Est-ce que tu serais d'accord par cette formulation que sur mai 68 et ce que ça a laissé comme trace, enfin, donc l'orgasme de mai 68, ton texte serait une tentative pour en laisser une trace. Et si tu es d'accord avec ça, je trouve que c'est contradictoire avec ce que tu reprends de la phrase de Bataille. L'orgasme ne laisse pas de traces. Je pense que les histoires d'amour, les vraies histoires d'amour, justement, prouvent le contraire, disent le contraire, qu'il y a une trace de l'un, une trace de la jouissance de l'un qui se dépose chez l'autre d'une certaine façon, chez le partenaire amoureux, et réciproquement quand c'est de belles histoires d'amour. Et donc, je voudrais un peu mettre ça en discussion parce que, enfin, ce type de phrase, c'est peut-être que Bataille le ressentait comme ça, mais il me semble que c'est pas partagé par tous les êtres humains et que c'est aussi un des enjeux de l'analyse, que justement certaines personnes pour qui les rencontres sexuelles ne font pas trace. On sait très bien que des parcours analytiques vont aboutir à ce que ça fasse trace parce qu'ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont avoir une vraie histoire d'amour. Oui, qui est contradiction, c'est vrai, à la lettre, c'est bien pour ça que j'en ai pas fait un discours théorique. Bon, il faut la prendre comme telle. Bon, mais ceci dit, c'est vrai que ça rejoint peut-être ce que disait à sa manière Sophie tout à l'heure, hein, une perception qui dure. Bon, c'est peut-être justement l'enjeu de ce texte de faire trace, oui, effectivement, qui avait déjà cette trace d'humour quand même, qui n'est pas rien, hein, ce qui me traînait comme une espèce de caillou hein, dans la chaussure. Bon, et puis cette reprise-là, cette mise en public, ça fait peut-être quelque chose comme ce qu'on a vu mercredi, d'une certaine manière, la mise en public, c'est pas rien. Bon, ça inscrit cette trace, effectivement, ça trouve une adresse. Bon, alors, peut-être que je dément que l'orgasme ne laisse pas de trace. Enfin, quand j'ai dit orgasme, bon, ce terme, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, hein, mais enfin bon, quelque chose de la jouissance sexuelle supposée, indicible. Alors peut-être, oui, mais est-ce qu'on ne passe pas notre temps à essayer de faire trace? Faire trace, ce n'est pas la même chose que de l'englober dans un concept. Hein. C'est tout à fait différent. Oui, bien sûr. Voilà, bon... on peut en faire que trace poétique, quoi, enfin, au sens large du terme. Mais oui, c'est aussi en jeu, à mon avis, dans une analyse. Bon, il y a des formules, comment j'appelle ça, une formule qui peut venir comme la triméthylamine. Bon, c'est quelque chose de tout à fait différent, mais la fameuse formule de la triméthylamine de Freud dans son rêve, à l'issue duquel il dit « je suis Freud », pas celui dont on peut dire des tas de choses, hein, mais je suis le Freud qui est Freud, dont on parle maintenant. Bon, c'est une formule qui, en elle-même, ne dit rien. Elle dit rien du point de vue du sens. Mais elle fait dit le moment advenu. Elle dit ce qui n'est pas advenu. Voilà. Donc, ça fait, d'une certaine manière, alors, le mot trace, bon, trace de réel, mais bon, après on peut discuter le mot trace, quoi, parce que ça fait trace. Je ne dirais pas qu'il y avait une trace, finalement ça l'a fait, là où elle n'était pas. Bon, je ne sais pas, on peut peut-être... alors, ça serait une tentative de parler de fil ombilique, alors, d'une certaine façon. On peut dire comme ça aussi, oui. Oui. De parler de fil ombilique, oui. Bon, de revenir de... C'est comme Empédocle, puisque Freud le cite Empédocle, dans la légende, c'est une légende,
qui s'est suicidé dans le volcan, mais il y avait ces sandales qui sont restées. Les sandales font trace pour lui qui n'en est pas revenu. Là, c'est plus que des sandales peut-être, parce que je suis encore là comme un petit moment, j'espère. Oui, merci. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Hein? Ah, Françoise? Tu veux intervenir, Françoise Nissen? Alors, mets ton micro. Mets ton micro. Débloque ton micro. Là, on entend? Oui, on t'entend. Bien, j'ai toujours beaucoup d'embarras pour prendre la parole dans une telle assemblée, parce que bien que je l'étudie depuis fort longtemps, je ne sais pas parler la langue psychanalyse. Donc, je dirais... Parle ta langue alors. La mienne. Voilà, parle la tienne. On ne t'entend pas trop bien. D'abord, comment faire? Vous m'entendez pas bien? Si. Ça va, ça va. Il faut que je m'approche peut-être. D'abord, je voudrais remercier cette présentation au cercle qui me paraît être une excellente idée et une excellente nouveauté. Et remercier infiniment l'actrice qui a su nous faire entendre ce texte extrêmement difficile à lire et à interpréter. Et elle a respecté vraiment toutes les coupures de mots que Pierre sait admirablement faire et qui leur donnent justement une quantité d'autres sens. Et ce texte dit par elle que j'avais lu m'a apporté tout un tas de pensées partout ailleurs. Et ça, je crois que c'est un trésor, en fait, que d'ouvrir nos pensées à nous-mêmes par un texte dit ou lu. Et j'avais une autre idée qui vient de ficher le camp, comme il arrive souvent. Oui, je pensais aussi que quand Anthelme rentre de cette expérience, qu'il a sans doute traumatisé, on dirait, mais qui a été pour lui une expérience d'un trauma tout à fait particulier, c'est-à-dire d'être ailleurs qu'en lui. En fait, quand il parle du portrait de Dorian Gray, j'ai le sentiment, moi, qu'on lui fait reprendre l'habit de son moi d'avant. C'est ce qu'il dit explicitement, oui. Oui, on a force à se ressembler. Oui, ça, c'est bon. En même temps, on ne peut pas dire qu'il ne le regrette pas au sens strict, hein, mais oui, il voit ce qu'il y perd. Il en a une nostalgie peut-être, mais il la garde. Oui, oui. Bon, c'est tout. Bien, qui d'autre va intervenir? Geneviève, tu veux intervenir? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Pas pour l'instant. Si, moi, ce que je peux dire, c'est que... Tiens, rapproche-toi si tu veux intervenir, parce qu'on ne va pas t'entendre sinon. Moi, j'avais lu le texte, j'ai lu le texte de Pierre plusieurs fois, et c'est vrai qu'à l'entendre lu par cette comédienne, ça m'a fait un effet très surprenant. Comme si je ne l'avais pas lu presque. Et pourtant, je l'avais lu plusieurs fois. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très étonnant qu'un texte comme ça puisse donner tellement autre chose à l'entendre par la voix de quelqu'un qui l'a lu. Vraiment, on dirait qu'elle l'a intégré, ce texte, qu'elle l'a habité. Voilà, exactement.
Enfin voilà, bon, pour l'instant, c'est ça, c'est l'impression que j'ai là, très forte. Bah, bien. Nicole Sorand va nous dire un petit mot. Oui, juste dire un mot sur la lecture du texte, parce que j'ai discuté avec la comédienne qui est partie, et elle disait sur le texte qu'elle a beaucoup travaillé finalement, et que c'était un texte avec plein de ramifications, de profondeur, d'entrecroisés, et qu'il lui a fallu beaucoup de temps. Elle me disait par rapport à Verlaine ou la poésie qu'elle a l'habitude de lire, c'est beaucoup plus vertical, c'est beaucoup plus horizontal, pardon. Tandis que là, il y avait une vraie profondeur dans le texte qu'elle a découvert au fur et à mesure. Au début, un texte qui lui a semblé assez hermétique, et au fur et à mesure, ça lui a semblé beaucoup plus poétique et profond. Donc c'était intéressant, c'est dommage qu'elle n'a pas pu en dire un peu quelque chose, parce que je trouve que du coup, il y a une espèce de connaissance du texte à le travailler qu'on n'a pas en le lisant une première fois ou une deuxième fois, ni en l'écoutant même une première fois. Enfin, il y a un vrai travail du texte et de tous ces étages. Oui, mais c'est vrai qu'elle a énormément travaillé. Bon, on a eu quelques échanges où simplement je lui ai parfois un peu donné quelques indices sur ce qui concernait ce qui pouvait être de l'ordre qui pouvait faire allusion à de la psychanalyse, puisqu'elle n'est pas particulièrement versée de ce côté-là. Mais pour le reste, elle a découvert toute seule des tas de trucs, effectivement, qui manifestent un travail extraordinaire. Bon. Encore un mot. Oui. Pierre, tu ne nous as pas livré de concept. Tu ne nous as pas livré de concept. Ouais. Tu nous as embarqué vers le lointain très riche. Et ça, c'est magnifique. Et je te remercie. Je vous remercie d'avoir participé à l'événement. Je prends le concept où Deleuze utilise un concept, ça sert à reproduire. Et donc, justement, tu es totalement à l'opposé. À reproduire ce qu'on est. Attention, François, ça sert à reproduire. Tu n'es pas dans la langue psychanalytique, mais tu es là dans la langue philosophique. Attention. Je paragouine toutes les langues. Bon. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore faire une petite intervention? Ou une grande, même? Yakout. Ah, qui? Bonjour, Yakout. Yakout, alors attends, Yakout, il faut que je te trouve. Vas-y, hein, tu peux parler. On cherche l'image, mais c'est bon. Juste que c'est par rapport à trauma et extase. Par rapport à trauma et extase. Ah oui, bah oui. Mais moi, je ne sais pas si c'est du côté de la perception, mais moi je dirais, parce que le trauma, comment? C'est ce qui fait trou, d'une certaine mesure. Petit trou, gros trou, ce qui finalement ne peut pas s'écrire. Ouais. Mais la question de la jouissance, la question d'extase, qui renvoie à la question de la jouissance, c'est la question de la disparition. C'est tomber dans le trou, complètement. De même que la question de l'orgasme. L'orgasme, parce que tout à l'heure, on nous a renvoyé la question. Il n'y a pas d'orgasme, comment dirais-je, l'orgasme ne laisse pas de trace. Il nous a dit, mais l'amour laisse trace de l'orgasme. Et là où ça ne laisse pas de trace, c'est quand sa jointure à la mort. Oui. Donc la question, quand je lisais le texte, la question, c'est la question de la disparition. J'entendais toujours la question de la disparition ou du risque de disparition. Oui, bien sûr, oui. Oui. Mais il y a de la jouissance
à disparaître. Bien sûr, Il peut y en avoir. bien sûr. Oui, Une extrême jouissance. C'est un ultime. oui, oui. La disparition. C'est pour ça que je parle que les ménades peuvent très bien amener à la nade. Voilà, ouais, c'est pour parler, pour reprendre le terme de Lacan dans l'Empire. Ouais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Plonger dans l'infini, c'est disparaître. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, pour autant, moi, je tiens à cette formule qui n'est pas un concept, hein, toucher à l'infini, ou avoir touché à l'infini. Bon, c'est pas rien, parce que c'est autre chose que d'être simplement de fonctionner, quoi, tout simplement. Bon. Tu veux rajouter quelque chose? Non, là, j'en ai déjà trop dit. On va pas s'en plaindre, Pierre, on va pas s'en plaindre. Bien, bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres interventions, on va en rester là. On va vous donner rendez-vous demain. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Demain à 17h, donc on va rencontrer Jean-Pierre Winter à propos de son texte dans l'ouvrage La pratique de Lacan. Et voilà. Donc demain à 17h, c'est pour ceux que ça intéresse. Et on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir et merci. Au revoir. Et merci à Pierre surtout. Hein. Merci à Pierre. Au revoir, Yacout. Au revoir. Bon, je vous laisse un peu l'image et le son pour que vous puissiez vous dire au revoir si vous voulez. Mais bon. Au revoir à tous. Salut Sophie. Au revoir, Pierre. Au revoir, Sophie. Ah, bis à tous, comme dit Françoise, on peut le faire de loin, mais ça risque rien. Alors, attends. Allez, on va éteindre. Eh oui, allez, on éteint. Alors, attends, comment on Oui, fait? il va rester sur ça.